Bonjour, je voudrais vous lire aujourd'hui un extrait tiré du dernier recueil du grand Jean-Marie Gustave Leclésio, Chansons bretonnes, et l'extrait d'aujourd'hui fait partie du deuxième conte qui s'intitule L'enfant et la guerre. Le narrateur y évoque sa toute petite enfance au début de la Seconde Guerre mondiale, la sensibilité, le regard que peut avoir un enfant sur cette époque, mais aussi on évoque avec beaucoup de sensibilité et de justesse, et c'est un passage qui m'a beaucoup touché, l'importance des femmes à cette époque où les hommes avaient quitté les lieux et où elles étaient seules en responsabilité. Accueillir des fugitifs au moment où l'armée allemande entre en Provence, c'était faire preuve de courage et de détermination. Les habitants de ces villages, à Roquebillière ou à Saint-Martin, couraient le risque de représailles. Les hommes qui restaient pouvaient être déportés eux aussi et envoyés vers les camps. Ce qui est plus remarquable, c'est que dans ces deux villages de la Vésubie, la solidarité a été totale. Il n'y a pas eu de dénonciation ni même d'objection. Tous les habitants, sans exception, ont soutenu les fugitifs. Notre famille d'accueil, à Roquebillière, a ouvert le premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée était utilisé comme remise pour accueillir cette famille de fugitifs, de femmes, un vieillard et deux petits-enfants. Des Britanniques, c'est-à-dire des ennemis de l'occupant. À Saint-Martin, les mêmes montagnards ont accueilli les familles juives, les ont logés dans leur maison, les ont aidés à vivre alors que tout était difficile. Nous devons sans doute d'avoir survécu à leur héroïsme sans faille et sans emphase. Est-ce que je pourrais dire, comme Radiguet, au début du Diable au corps, que la guerre fut pour moi, pour les enfants, 4 ans de grandes vacances? Nous étions bien trop jeunes pour imaginer la chance que cela représentait pour des adolescents d'être les seuls hommes disponibles. Nous avons vécu, c'est vrai, dans un pays où il n'y avait pratiquement que des femmes et où les seuls hommes étaient des enfants et des vieillards. Pour nous, est-ce que cela changeait quelque chose? J'ai grandi les premières années de ma vie sans mon père, qui était médecin en Afrique équatoriale. Nous savions qu'il existait. Ma mère entretenait une sorte de rituel chaque soir où elle nous invitait à faire une petite prière pour papa, qui se languissait de nous voir. C'était un peu abstrait. Ce papa aurait aussi bien pu être Papa Noël. Il n'écrivait pas, il n'envoyait pas de photos, il aurait pu être en prison ou bien ne pas exister du tout. Est-ce que cela nous manquait? Comment savoir? Peut-on regretter l'absence de quelqu'un que l'on ne connaît pas? Mais d'avoir passé les premières années de mon existence au milieu de femmes a certainement changé l'idée que je peux me faire de la guerre. Même aujourd'hui, alors qu'on sait tout ce que cette période a coûté en vie, en argent, en ressources dans l'esprit collectif, la guerre garde une certaine noblesse. On vante l'héroïsme des uns, l'astuce des autres, le génie des grands capitaines, la valeur que ces années terribles révèlent chez les hommes. On ne parle pas des femmes ni des enfants. Ou, si l'on en parle, c'est pour déplorer les pertes humaines, les massacres de civils, les horreurs. On a inventé récemment un mot pour cela, les dommages collatéraux. Cela veut tout dire. Les femmes, les enfants sont des éléments collatéraux de la guerre. On comptabilise, on dénombre leurs blessures et leurs morts, comme on pourrait le faire de pertes de bétail, de destruction d'immeubles, du pillage des réserves d'or ou des provisions de bouche. Ils ne sont pas des victimes, ils sont des dommages. Ils ne seront jamais des héros. Les héros, comme le décrit le narrateur de Forrest May, With Love and Squalor, la merveilleuse nouvelle de Jérôme David Salinger, il faut les chercher plutôt chez les grandes gueules comme cet Hemingway qui fait battre le tambour pour annoncer son entrée au mess des officiers en Angleterre et que le simple soldat regarde avec effarement. Vivre la guerre au milieu des femmes, c'était à la fois inquiétant et très doux. Inquiétant parce que les femmes, même les femmes fortes comme ma grand-mère, n'avaient pas de contrôle sur ce qu'il se passait dehors. Elles étaient soumises à la guerre comme elles pouvaient l'être à cette époque, à l'autorité absolue des hommes. Je ne m'en suis certainement pas rendu compte, mais les enfants, même tout petits, devinent ce qu'on leur cache et ressentent instinctivement ce qu'on leur ment. Il y avait une menace, mais d'où venait-elle? Du dehors certainement, puisqu'il fallait opacifier les fenêtres avec du papier, puisqu'on ne pouvait sortir qu'à certaines heures,
pour accompagner ma grand-mère, ma mère, jusqu'au centre du village, où on vendrait de la viande, du lait, des légumes. Du dehors parce qu'il y avait la mort. Il y avait le mot mort. Même à 3 ans, à 4 ans, ce mot voulait déjà dire quelque chose. Cela venait dans la conversation, dans la bouche des femmes. Un tel est mort. Un tel a été tué. Ce n'est pas la mort visible, c'est la mort invisible. Je ne m'en souviens pas réellement, mais j'ai dû entendre ces mots souvent. Mort, tué. Mais c'était doux aussi. Certainement très doux. L'appartement du premier étage était situé tout à fait en haut du village de Roquebillière. C'était très petit. Une pièce servant de cuisine et de salle à manger, une chambre pour ma grand-mère, une chambre pour ma mère, mon frère et moi, et un réduit pour mon grand-père. Il fumait trop au goût de ma grand-mère et empestait le tabac froid. C'est là que nous avons passé la guerre. Ce qui rendait cet endroit si agréable, c'était l'atmosphère féminine. Cela aurait pu paraître exigu, surtout avec 2 enfants en bas âge, turbulents et exigeants. J'ai au contraire le souvenir diffus d'un confort chaleureux, d'une sorte de cocon dans lequel nous pouvions grandir à l'abri. L'air était gris, humide, froid à l'extérieur, chaud d'une chaleur d'haleine à l'intérieur. Les volets épais tiraient, la lumière électrique ne laissait aucune zone d'ombre. Le calfeutrage amortissait tous les bruits. Il n'y avait personne au-dessus, personne au-dessous. La remise était toujours sombre quand nous y allions. Nous voyions les formes fantomatiques des sacs de patates entreposés, des cartons, des caisses. Cela sentait la terre, le moisi, et cette odeur vague de fumée froide qui persiste dans les rues des villages de montagne. La douceur, c'était surtout les jupes de ma grand-mère, ses tricots, ses foulards. Ma mère, dans la journée, s'habillait comme les sportifs des années 30, jupe courte, chemise à manches courtes en été, manteau de laine en hiver. Nous allions de l'une à l'autre pour sentir sur elle l'odeur de l'extérieur, le parfum de l'herbe, des ronces, des feuilles mortes, mais surtout le parfum de l'aventure. Si je pense à ces années de guerre à Roquebillière, c'est l'image du sein maternel qui m'imprègne. L'appartement, la petite maison en pierre grise, le paysage alentour, les montagnes brumeuses et la vallée de la Vésubie envahie de hautes herbes. Tout cela me donne le sentiment d'avoir prolongé au-delà de la naissance le séjour dans l'utérus maternel, au monde clos, étroit, chaud, où je sens la pulsion du sang et les remous du liquide amniotique. Un monde d'où je n'ai pas encore envie de m'échapper, où je goûte au dernier moment de paix et de sécurité. C'est étrange parce que ce monde-là, cette bulle, ne me protège pas vraiment contre la dureté extérieure. C'est ma mémoire qui me trompe, qui m'oblige à cette régression. Est-ce qu'il en est de même aujourd'hui pour ces enfants dont je parlais tout à l'heure, dans les pays en guerre, garçons et filles, sachant à peine marcher, sachant à peine dire quelques mots dans la langue des adultes? Fabriquent-ils des cocons sous l'abri précaire des tentes et des bidonvilles, où ils peuvent tisser une anti-mémoire en quelque sorte, un antidote au venin des bombes et des missiles? Comment expliquer autrement qu'ils puissent, quelques années plus tard, prendre un fusil, une mitrailleuse, une machette et se joindre au massacre? Comment expliquer qu'ils ne parlent jamais de la peur, qu'ils ne craignent pas la mort, montent à l'assaut avec des armes plus lourdes qu'eux et n'hésitent pas à s'en servir contre d'autres enfants, contre des femmes qui ressemblent à leur mère, contre des vieux qui ont le visage de leurs oncles, de leurs grands-pères?